Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, le CNS, le Conseil national de sécurité, qui a procédé ce mardi à la remise de matériel et d'équipements aux forces de défense et de sécurité, entre autres plus de 200 engins roulants ainsi que des outils modernes pour la surveillance du territoire, une action qui s'inscrit dans la loi de programmation militaire initiée par le chef de l'État. La situation reste très confuse en Guinée-Bissau. Ce mardi 1er février, des tirs ont été signalés dans le centre-ville, près des institutions du pays, des détonations qui ont provoqué un début de panique. Même si beaucoup d'incertitudes entourent la situation du chef de l'État et de celui du gouvernement, Umaru Sissoco Embalo pourrait tenir une conférence de presse ce mardi soir au palais présidentiel. Et puis dans l'actualité sportive, on s'intéresse aux demi-finales de la CAN 2021. Elle débute demain par une affiche 100% ouest-africaine. Le Burkina Faso face au Sénégal au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Puis suivra le choc Cameroun-Égypte au stade Olembe de Yaoundé. Retour dans ce journal sur le dernier carré de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un contexte marqué par la menace terroriste, le CNS, Conseil national de sécurité, a procédé ce mardi à la remise de matériel et d'équipements aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. La remise a eu lieu à l'école de police à Cocody. Ce sont, entre autres, plus de 200 engins roulants ainsi que des outils modernes pour la surveillance du territoire. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire initiée par le chef de l'État. Les précisions de Pierre Dipomelin et Aruna Zeba. L'esplanade de l'école de police à Cocody. Plusieurs corps des forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie, le CCDO et les eaux et forêts, reçoivent du Conseil national de sécurité du matériel et des équipements pour booster leur mobilité et accroître leur efficacité sur le théâtre des opérations. Le secrétaire du CNS fait le point de la répartition. Le gouvernement ivoirien a initié, dans le cadre notamment des lois de programmation militaire et sécuritaire, plusieurs actions visant la modernisation et la professionnalisation des forces de défense et de sécurité. Ainsi, ces efforts impulsés par le président de la République, chef suprême des armées, ont progressivement conduit à une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Les forces de défense et de sécurité n'en demandaient pas plus au regard des menaces sécuritaires aux frontières du pays. Dans un contexte de menace terroriste, ces 200 véhicules constitués de camions de transport de troupes, de pick-up double cabine, voitures 4x4 et berlines, ainsi que des motos, permettront à n'en point douter de renforcer les capacités opérationnelles des forces bénéficiaires en améliorant leur mobilité sur le terrain pour davantage d'efficacité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes respectives. La Côte d'Ivoire fait face à des menaces de groupes armés aux frontières nord du pays. Plusieurs actions militaires sont menées pour juguler les risques d'insécurité qui planent dans ces régions. Et ces images qui montrent la situation très confuse en Guinée-Bissau ce mardi 1er février. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Et on vient de l'apprendre, joint au téléphone par nos confrères de Jeune Afrique, le président Umaru Sissoco Embalo affirme se trouver en sécurité. La situation restait confuse alors que depuis le début de l'après-midi de ce mardi, une tentative de coup d'État était en cours. Au moment où je vous donne cette information, le chef de l'État bissau-guinéen assure se trouver au palais présidentiel. Il a précisé que les tirs nourris avaient duré 5 heures et qu'il y avait beaucoup de morts qui seraient le fait d'éléments isolés. Un communiqué de la CEDEAO, vous venez de le voir, diffusé plus tôt cet après-midi, tenait les militaires pour responsables de l'intégrité physique du chef de l'État et leur demandait de retourner dans leur caserne. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir depuis une semaine a échangé hier avec une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'ONU. Au terme de cette visite, les émissaires de la communauté internationale rassurent que la junte reste ouverte aux discussions, rassurant que le président déchu, par ailleurs Roch-Marc Christian Kaboré, se porte bien. Les précisions de Salifia Lekwe.
Des émissaires des organisations internationales, notamment la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ont échangé lundi avec la junte au pouvoir depuis quelques jours au Burkina Faso, conduite par Paul-Henri Damiba. Au terme de ces échanges, la délégation salue l'état d'esprit des militaires. Nous rencontrons le président officiel, le président Roch-Christian Kaboré, ce qu'ils ont accepté, et nous avons donc eu une courte réunion avec lui. Il est de bonne humeur, il a l'air bien, il a accès à ses médecins, il est autorisé à recevoir la visite de sa famille. Ce sont des discussions qui ont été très franches, très ouvertes. Je pense qu'ils ont expliqué un peu les raisons de la situation. On leur a expliqué un peu ce que nous considérons comme étant nécessaire pour vraiment permettre au Burkina de retrouver rapidement l'ordre constitutionnel. Bon, je crois qu'on s'est bien compris. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR Junte, avait annoncé assurer la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Selon un acte fondamental lu à la télévision nationale par un de ses membres, le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré. Le texte précise que l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution, que le MPSR devient l'organe central des institutions et son président, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Un décret a par ailleurs mis fin aux fonctions du chef d'état-major des armées, Gilbert Ouedraogo. Après sa suspension vendredi des instances de la CEDEAO, le Burkina Faso l'a été lundi, de celle de l'Union africaine UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, comme le Mali et la Guinée voisine, où des militaires ont également pris le pouvoir. Et justement, concernant le Mali, la France prend note de l'expulsion de son ambassadeur au Mali, annonce faite par le ministre français des Affaires étrangères. Paris exprime aussi sa solidarité vis-à-vis de ses partenaires européens, en particulier le Danemark, dont le contingent arrivé dans le cadre de l'opération internationale antiterroriste Takuba vient d'être expulsé par la junte au pouvoir à Bamako sur la base de motifs infondés selon lui. Le communiqué rappelle aussi l'engagement de Paris en faveur de la stabilisation et du développement du Sahel. Dans le reste de l'actualité, ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé ce matin à Treichville à une remise d'équipements à des structures publiques dont l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ce matériel est un appui important pour les bénéficiaires qui espèrent améliorer leurs interventions sur le terrain. Le reportage de Nadia Edja et Fulgence Kissiedou. Parc national du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan. Au sein de ce trésor naturel, vaste de 3438 hectares, se cachent des espèces animales et végétales sujettes à la convoitise d'exploitants illégaux. Ce matin, ces agents de l'Office ivoirien des parcs et des réserves effectuent une patrouille de surveillance sous la supervision du chef de secteur. Parcourir une piste de sorte à repérer tout ce qu'il y a comme sentier, piste d'infiltration, et de voir si elles conduisent à des infractions, à des écorchures d'arbres ou même à des pièges ou alors à la présence d'individus. Une surveillance à 2 niveaux avec l'équipe secteur et la brigade mobile composée de commandos forestiers. Pour renforcer les capacités opérationnelles de ces forces, elles viennent de recevoir d'importants équipements dans le cadre du projet de transport urbain. Le réseau de ces projets, c'est 2 millions d'hectares. Mais nous n'avons pas 2 millions d'agents, nous avons 500 personnes qu'il faut pouvoir déployer sur le terrain. Et pour que ce projet soit efficace, il faut qu'il dispose de moyens adéquats. C'est pour cela qu'en mettant à disposition du véhicule, des caméras de déclenchement automatique, des drones, ça permet de faciliter le travail de cette équipe-là. Parce que le réseau, c'est 6% du territoire ivoirien, donc on a besoin d'un peu plus de moyens. Ce don contribuera à la mise en exécution du plan climat du district, mais aussi à la fluidité routière. Dans le plan de travail que nous avons établi avec le PTUA, nous devons planter, avec le concours de la BAD, plus de 82 000 arbres sur environ 382 km le long des principales artères d'Abidjan. Il convient d'indiquer que le PTUA renforce des projets dits connexes. La mise en œuvre de ces projets connexes et activités complémentaires a pour objectif de rechercher le bien-être des populations, particulièrement celles riveraines aux projets structurants, à travers notamment l'amélioration de la mobilité urbaine, mais également par la mise en œuvre d'actions de lutte
contre la pollution atmosphérique qui pourrait résulter des travaux en cours ou naître de l'utilisation de ces futurs ouvrages. En plus de l'OIPR, l'unité de régulation de la circulation a reçu 10 pick-up et 15 véhicules de transport au cours de cette cérémonie de remise de dons. Abandonner son emploi pour vivre de sa passion pour l'entrepreneuriat, un choix que font de plus en plus de personnes, reconnues pour constituer une frange importante des entrepreneurs. Plusieurs femmes ont tenté cette aventure. Anciennes cadres de banque commerciales, elles ont décidé de quitter leur confort, leur emploi avec un salaire et des conditions sûres, pour l'aventure de l'autodétermination. Comment s'en sortent-elles? Quelles sont leurs difficultés? Regrettent-elles après coup? Nadia Eja, Haruna Zeba et Fulgence Kissiedou ont rencontré des ex-salariés aujourd'hui à la tête de leur business. Reportage. Marie-France Quadio est la directrice d'une société de nettoyage industriel à domicile et en entreprise. Passionnée par le rangement et la propreté, elle a créé cette entreprise en 2018, concomitamment à sa fonction de commerciale senior dans une multinationale du domaine de l'automobile. À partir de 2020, elle décide de quitter son emploi d'alors pour se consacrer à plein temps à son business. Quand je déposais ma lettre de démission, mes patrons n'avaient pas foi en ce que j'allais faire. Mais ce qui me donnait cette force-là, c'est que c'était une passion aussi. Ses débuts, Marie-France s'en souvient encore. Entre difficultés d'acquisition des ressources humaines et maîtrise des rouages de l'entrepreneuriat, elle a connu des moments de questionnement malgré sa conviction. Quand j'étais confrontée à un moment donné à tous ces problèmes de ressources humaines, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que j'ai une idée que je veux valoriser, mais les personnes avec moi n'ont pas cette vision-là. Et ça m'a fait perdre quelques marchés. Face à ces difficultés, la passion de Marie-France prend le dessus. Comme elle, Pervenche Aliment s'est lancée dans l'entrepreneuriat après une dizaine d'années en tant que cadre de banque. Son domaine d'exercice aujourd'hui, le développement de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. Je me suis rendu compte que dans mon portefeuille et dans celui de mes collègues, il y avait très peu de femmes qui étaient chefs d'entreprise. Et en creusant, j'ai réalisé qu'il y avait un problème de leadership, un problème d'ambition, mais aussi un problème d'accès à l'information et tout cela, un problème de formation. Aujourd'hui, Pervenche accompagne plusieurs femmes grâce à son incubateur, une formation bénéfique. Je suis une artiste dans ma tête, je crée, mais j'ai fait une école de commerce, j'ai plus de 15 ans en entreprise, mais quand il s'agit de mes projets personnels, je suis tellement émotionnellement impliquée que je n'arrive pas à avoir assez de recul pour poser des bonnes stratégies, pour avoir la bonne vision et surtout être bien organisée. Donc on a des modules comme la planification qui nous aide qui nous aide à pouvoir nous organiser, pouvoir prendre conscience que l'argent c'est le temps, comme elle dit. Pour Aliment, le plus important c'est de s'engager. Cependant, elle n'exclut pas l'étape des dispositions à prendre. J'ai épargné. Là, c'était vraiment dans le but de pouvoir survivre au moins 2 ans, même si je n'avais pas de salaire. J'ai commencé à vraiment faire une introspection en moi. Et je peux vous assurer que quand je me suis lancée, c'était vraiment la liberté, l'éclosion de tous les rêves et tout ça. J'étais vraiment heureuse. Si elle semble sur la bonne lancée, ces entrepreneurs ne cessent de le dire, ne devient pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Épargner pour une bonne période de vie sans salaire, se former en tant qu'employé dans une entreprise, se créer un réseau et tenir bon contre vents et marées sont autant de conseils de ces femmes, désormais à leur propre compte. Dans l'actualité sportive, on s'intéresse aux demi-finales de la CAN 2021. Elles débutent demain par une affiche 100% ouest-africaine. Le Burkina Faso face au Sénégal au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Puis suivra le choc Cameroun-Égypte au stade Olembe de Yaoundé. Retour dans ce journal, dans le reportage qui va suivre sur le dernier carré de cette 33e édition de la CAN. C'est avec Salif Yalekwe. 2 chocs dans le dernier carré de la CAN 2021 qui se déroule au Cameroun. Premier rendez-vous, une bataille ouest-africaine entre le Burkina Faso et le Sénégal, mercredi à partir de 19h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et le lendemain, le stade Olembe Yaoundé sera le témoin du duel des 2 nations les plus titrées du continent. Cameroun,
Le pays organisateur, 5 fois vainqueur face à l'Égypte de Mohamed Salah, 7 fois sacré dans l'épreuve. Les étalons du Burkina Faso sont de retour dans le dernier carré de ce grand rendez-vous du foot africain après 2017 au Gabon, où ils avaient été sortis par l'Égypte. Le match contre le Sénégal de Sadio Mané, qui court aussi après un premier sacre continental, ne sera pas une partie de plaisir. Rentrés difficilement dans la compétition, les Lions de la Teranga réussiront-ils à dévorer les étalons? Dans l'autre match, les Lions indomptables tenteront de renforcer leur légende sur le continent face à une Égypte qui a longtemps avancé masquée dans la compétition. Une grosse affiche entre deux habitués de la CAN qui promet et qui offrira un match dans le match entre Vincent Aboubakar et Mohamed Salah, les goléadors des deux sélections. Pharaons d'Égypte, Lions indomptables, la grosse finale avant la lettre. Et dans la foulée de cette compétition continentale, supporters ivoiriens et camerounais s'empoignent sur la toile alors que la Côte d'Ivoire est sortie prématurément de la compétition de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Les Ivoiriens reprochent aux Camerounais d'avoir sifflé l'Abidjanaise et conspué leurs supporters au stade. Retour sur cette tension ivoiro-camerounaise sur fond de rivalité dans cette chronique de Pierre Dipomelin. La Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui se déroule au pays de Samuel Eto'o, a mis les Ivoiriens et Camerounais dos à dos. Et pourtant, il n'y a pas eu de confrontation incendiaire et les plus acerbes sur la toile. Tout est parti du match Comores-Cameroun. Ce jour-là, à la fête du football africain. Et prise de compassion, toute la communauté du football, ou presque, a pris le parti pour la petite île et dénoncé une injustice. À cela s'ajoutent les nombreuses critiques qui fusaient de partout sur la qualité des pelouses, l'insuffisance des hôtels, bref, l'organisation en général de cette CAN camerounaise. Les supporters et cyberactivistes ivoiriens n'ont pas boudé ces critiques. Ils s'y sont donnés à cœur joie. Il n'en fallait pas plus pour une levée de bouclier des Camerounais contre les Ivoiriens. L'affaire devient très vite personnelle. Pourquoi la Côte d'Ivoire s'y mêle-t-elle? Une femme ne doit pas manquer de respect à son mari, pouvait-on lire sur les pages des cyberactivistes camerounais. Jusque-là, tout va bien. Mais les Camerounais n'avaient pas encore dit leur dernier mot. En représailles, ils décident de supporter les Égyptiens contre la Côte d'Ivoire. Ils apprennent très vite l'arabe pour être aptes à chanter Biladi, 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 l'hymne égyptienne, au grand étonnement des supporters des Pharaons. Jusque-là, tout va toujours bien. Mais les supporters camerounais n'avaient pas encore dit leur tout dernier mot. Jour de match, Côte d'Ivoire-Égypte, là, tout va mal. L'Abidjanaise, l'hymne national ivoirien est sifflé. Le drapeau du pays piétiné, les joueurs et supporters ivoiriens hués, même après le match et en dehors des stades, toujours, au grand étonnement des supporters égyptiens qui, eux, se sont contentés d'une victoire sans raillerie. Les Ivoiriens rouges de colère promettent un match retour aux supporters camerounais à la prochaine CAN en 2023, en terre ivoirienne. Les supporters ivoiriens n'entendent pas servir la ticket aux Camerounais, parce qu'ils n'ont pas eu droit au ndolé à Douala. Plusieurs voix se sont élevées pour appeler à la désescalade. Les rivalités entre ces deux nations du football ont toujours alimenté les discussions les plus passionnées, aussi bien à Abidjan qu'à Douala. Mais le football garde. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est aussi Samuel et Georgette. Et cette rivalité a une forte odeur du « je t'aime, moi non plus ». Et pour terminer, je vous rappelle cette situation très confuse aujourd'hui en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Et le président Umaro Sissoko Embalo a réagi dans un tweet, comme vous le voyez sur ces images. Il rappelle être en bonne santé, ne pas avoir de problème. La situation donc était toujours confuse jusqu'à cette réaction du président de la République de la Guinée-Bissau. La suite des événements vous sera livrée au fur et à mesure de l'évolution de cette situation dans le pays d'Umaro Sissoko Embalo. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.